Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On va commencer ce webinaire, je crois que c'est le quatrième pour nous chez KPM. On va vous parler d'un champion de l'expérience client, de Starbucks. C'était extrêmement intéressant de s'intéresser à eux parce que c'est une marque globalement mondialement reconnue pour la qualité de l'expérience qu'elle propose à ses clients. Et ce qui nous a intéressé, c'était d'essayer de comprendre ce qui faisait les ressorts de la qualité de cette expérience, tout simplement. Donc comprendre ce qui fait à un moment que une entreprise peut être, en plus à un niveau global, à un niveau mondial, être aussi bonne dans la qualité de l'expérience qu'elle propose à ses clients. Voilà, c'est ça qui nous a intéressé aujourd'hui. Alors, pour s'intéresser à ça, d'abord, on va d'abord présenter un petit peu, on va y aller en 3 temps. Premier temps, je vais vous infliger une dizaine de minutes sur la méthodologie qu'on utilise pour justement capter et traiter finalement les verbatims qu'on a étudiés sur Starbucks, parce que finalement, notre expertise, elle est là, c'est une capacité à prendre des verbatims. Alors là, ce qui était formidable pour Starbucks, vous verrez, c'est des verbatims qui sont aux États-Unis. Hein, on parle de Starbucks aux États-Unis ici. Donc on a été capté sur TripAdvisor et sur quelques autres réseaux des verbatims de clients qui parlaient de l'expérience qu'ils avaient chez Starbucks. C'est ce qui nous a permis finalement de capter la matière. Et après, je vais vous montrer comment on l'analyser. Donc c'est pour ça que je vous inflige 10 minutes de méthodologie, mais ça vous aidera à mieux comprendre derrière comment est-ce qu'on fonctionne et d'où viennent les enseignements qu'on a pu faire émerger. Dans un deuxième temps, on vous parlera de l'expérience qu'on a, parce qu'on a conduit quand même 600 modélisations d'expérience client et ou collaborateurs sur les 5-6 dernières années. Donc du coup, on va vous montrer pourquoi, dans ce qui nous a intéressé chez Starbucks, c'est la dimension relationnelle, parce qu'on s'aperçoit, nous, que la dimension relationnelle est toujours la dimension qui a le plus d'impact. C'est la dimension qui prédomine et qui laisse le plus la trace mémorielle la plus importante chez les consommateurs. Donc c'est pas étonnant de retrouver ça chez Starbucks, et c'est ça qui nous a aussi beaucoup intéressé chez Starbucks. Donc on parlera pas de la qualité des produits ou même de la qualité des restaurants. Ce qui nous intéresse, c'est les interactions qu'il y a entre les clients et ce qu'ils appellent les baristas, c'est-à-dire les collaborateurs chez Starbucks qui sont en interaction avec les clients. Et puis après, on détaillera ce qui fait à un moment que l'expérience Starbucks est assez unique et assez différenciante, et il y a certainement des choses que Starbucks a compris, que plein d'autres entreprises n'ont pas encore compris, mais dont elles pourraient tout à fait s'inspirer, ce qui est un peu l'intérêt de la démarche ici. Alors, premier temps, je vous inflige les 10 minutes de méthodologie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais ça va vous aider à comprendre comment on travaille et d'où on vient et comment du coup on a traité cette matière de verbatim Starbucks. Historiquement, KPM, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise qui, il y a 15 ans, s'est créée et qui s'est spécialisée dans l'analyse des verbatims. On analyse des verbatims depuis 15 ans et il y a... Donc ça, c'est notre cœur de métier, je dirais. Et puis, il y a un peu plus de 6 ans, maintenant, à peu près 6 ans, on s'est rendu compte qu'avec les verbatims et notre savoir-faire, à savoir cette capacité à les traiter, les analyser en profondeur, on a été finalement extraordinairement bien positionné pour modéliser des expériences clients ou des expériences collaborateurs. Et finalement, pourquoi? Parce que le verbatim, c'est le retour d'expérience par excellence que peut vous faire un client ou un collaborateur. Et c'est ça qui nous a permis finalement de se dire qu'à partir des verbatim, on pouvait modéliser des expériences clients. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire il y a 6 ans. Je vous dis maintenant, on est à quelques 600 travaux de modélisation. Je vais vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on pratique ça. On va prendre le cas d'un client qu'on interroge suite à une interaction qu'il a eue avec une entreprise X, que l'expérience soit passée en magasin, ou que ça soit passé avec le centre de relations clients, ou après une commande sur Internet. Bref, vous savez, cette question rituelle du NPS, où on demande à un client quelle note vous donnez à l'expérience, à l'interaction ou à l'expérience que vous venez d'avoir avec nous. On lui demande une note de 1 à 10, et puis après on va lui demander les raisons de la note, donc pour quelles raisons vous avez mis cette note. Du coup, on va prendre le cas d'un client qui est ravi de l'expérience, il met 10 sur 10 à l'expérience qu'il vient de connaître avec votre entreprise, et quand on lui demande les raisons, il dit, voilà, j'ai raison 1, raison 2, raison 3, il a 3 raisons d'être très satisfait, 3 raisons qui viennent expliquer ce 10 sur 10. Par rapport à cette matière première que vous connaissez tous, nous, chez KPM, on sait faire 2 choses très bien. Première chose, on sait, c'est ce que je vous dis, voilà, on sait identifier très précisément
toutes les thématiques qui sont contenues dans ces raisons 1, raison 2 et raison 3 évoquées par ce client à l'évidence promoteur. Pas juste la raison 1, la raison 2, la raison 3, mais justement parce qu'on met beaucoup d'interactions et d'investigations humaines dans ce processus-là, on arrive à être beaucoup plus précis que les solutions qui sont presse-bouton, les solutions 100% automatisées. Parce qu'on met de l'humain, là où des solutions logicielles font émerger une quarantaine de thématiques, nous on en fait émerger, mais sans aucune difficulté, entre 100 et 150 thématiques. On est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus exhaustif, et c'est ça qui va faire la différence. Alors vous vous dites, 100, 150 thématiques, qu'est-ce que j'en fais? Il y en a presque trop, je dirais. Et vous avez raison. Mais réfléchissez un tout petit peu. Rendez-vous compte que, et c'est notre parti pris, c'est de se dire que plus on est précis dans l'identification des thématiques, plus finalement on sera précis après dans l'identification des touchpoints du parcours, et plus on est précis dans l'identification des touchpoints du parcours, plus on est précis dans le plan d'action qui suit. Donc il y a un vrai bénéfice à être précis dans l'identification des thématiques au tout début. C'est ça qui va permettre derrière d'être précis dans le plan d'action que vous allez mettre en place. La précision de l'un engendre la précision de l'autre. Après, la deuxième chose, donc ça c'est notre premier point de différenciation, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait très attention, et vous imaginez à quel point ça peut être fastidieux parfois d'avoir des interventions humaines là-dedans, mais c'est ça qui fait la qualité de notre travail. Deuxième chose, c'est que on s'est vite rendu compte que, pour reprendre l'exemple de ce client que je vous donnais, qui met 10 sur 10 pour raison 1, raison 2 et raison 3, on s'est vite rendu compte, si vous voulez, que les trois raisons n'étaient forcément pas sur un même plan dans sa tête. Ce que je veux dire, c'est que ce client qui dit « je vous mets 10 sur 10 pour raison 1, raison 2 et raison 3 », il y a à l'évidence une des trois raisons qui prédomine dans son esprit, qui est la vraie raison du 10 sur 10, la vraie raison de l'effet waouh, la chose qui l'a vraiment bluffé, puis certainement il y a fort à parier que les deux autres raisons sont un petit peu moins importantes à ses yeux, un petit peu moins prédominantes. Et bien nous, c'est notre deuxième point fort, c'est qu'on est capable de vous dire que dans le verbatim de ce client, dans ce cas précis, etc., la vraie raison du 10 sur 10, c'est précisément la raison 2. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En fait, c'est grâce à la syntaxe, et c'est là où on a toute notre expertise syntaxique qui revient, c'est-à-dire qu'on est capable de vous dire que, on est capable, nous, de constater, si vous voulez, que la façon qu'il a d'articuler la raison 2, la syntaxe, finalement, que va utiliser ce client pour évoquer la raison 2, démontre chez lui des niveaux d'implication dans le discours qui sont très supérieurs sur la raison 2 par rapport à sa capacité à articuler les raisons 1 et 3. Donc, si vous voulez, il y a une implication dans le discours, une intensité, si vous voulez, dans le discours sur la raison 2 qu'il n'y a pas sur les raisons 1 et 3. Et donc, forcément, c'est ça qui nous fait comprendre que la raison 2 est la vraie raison du 10 sur 10. Et ça marche aussi, ça marche pour le 10 sur 10, vous comprenez bien que ça marche aussi pour le 2 sur 10. Hein, aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est pas juste les raisons d'enchantement, c'est aussi les raisons de frustration qui sont plus ou moins intenses selon les sujets abordés par les clients. Donc, grâce à ça, finalement, ça nous permet d'aller au-delà de l'occurrence. C'est-à-dire que ça nous permet de ne pas juste se contenter de se dire. Parce que si vous avez. Parce que je veux dire, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez que l'occurrence, vous présupposez toujours que la thématique qui est le plus souvent abordée par vos clients est nécessairement votre priorité d'action. Ce qui est, à l'évidence, pas vrai. Je veux dire, c'est pas parce qu'une thématique est fréquemment abordée par vos clients que ça doit nécessairement être votre priorité d'action. C'est pas parce qu'ils en parlent souvent que c'est ça qui a le plus d'impact sur l'expérience qu'ils peuvent ressentir. Et puis, c'est pas parce que certaines thématiques sont très peu souvent abordées qu'elles n'ont pas d'intérêt, qu'elles n'ont pas qu'il n'y a pas des opportunités là-dedans. Il peut y avoir des pépites très isolées, mais qui peuvent avoir beaucoup d'intérêt à être identifiées et demain à être déployées. Il peut y avoir des signaux faibles qu'on doit pouvoir identifier et qui peuvent aussi constituer des débuts de l'offre qu'on va commencer à penser pour demain ou voire après-demain. Donc, l'intensité, elle est clé et elle permet d'aller au-delà de juste de l'occurrence qui peut être parfois trompeuse, et je vous montrerai des exemples tout à l'heure là-dessus. Alors vous voyez, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a nos touchpoints très précis, qu'on a des mesures d'intensité quand ça se passe très bien ou au contraire quand ça se passe très mal, finalement on est extraordinairement ramé pour modéliser un parcours client. Et voilà à quoi ressemble un parcours client chez nous. Alors ce n'est pas le parcours Starbucks, mais c'est je vous montrerai tout à l'heure le parcours Starbucks, mais voilà un parcours type chez nous. Vous voyez en haut, en oblique, vous avez les touchpoints du parcours qui sont souvent phrasés dans une alternative positive ou négative, du genre dans une expérience magasin, il y a tout, par exemple l'accès au magasin avec la capacité à trouver facilement ou non une place de parking, la qualité de l'accueil, est-ce qu'il fait chaud ou froid dans le magasin, est-ce qu'il y a du monde ou pas, etc. Bref, on va ranker absolument tous les éléments d'expérience, de perception, tous les touchpoints du parcours, comme ça. Et puis, au-delà de cette identification de ces touchpoints, qu'on va mettre organisés dans un ordre chronologique ou thématique, ça dépend un petit peu des moments, on va
au-delà de ça, mettre les éléments de quantification qui sont à notre disposition. Donc les éléments, je vais passer assez vite là-dessus, mais globalement, vous avez ici en bas, vous voyez les bulles bleu ciel, qui sont les bulles d'occurrence, c'est-à-dire c'est le pourcentage de clients qui s'expriment spontanément sur le touchpoint en question. Alors en bien ou en mal, on s'en fiche, on va revenir dessus tout à l'heure, mais ils parlent spontanément de ce moment-là. Donc on voit bien qu'il y a des bulles d'occurrence qui sont très conséquentes par moment et d'autres qui sont très petites. Ça veut bien dire qu'il y a la vie, c'est-à-dire qu'il y a des touchpoints qui sont très commentés et d'autres beaucoup moins commentés. Deuxième élément de quantification que vous voyez, ce sont les grandes barres bleues. Les grandes barres bleues sont faites de façon très spécifique, c'est un travail très particulier, c'est-à-dire qu'on a, pour créer les barres bleues, isolé les verbatims des clients promoteurs. Donc ceux qui sont ravis de l'expérience qu'ils ont vécue, qui n'ont que des louanges à tresser à l'entreprise, finalement les barres bleues, c'est ça, c'est leur discours, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un client est promoteur? Et ben c'est finalement les barres bleues, c'est les touchpoints dont il parle, voilà, le discours du promoteur, il est là, il est dans les barres bleues que vous voyez ici. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément des barres bleues partout, mais au-delà de ce dont il parle, ce qui nous intéresse, c'est avec quelle intensité il nous parle de ces différents moments. Et vous voyez bien qu'il y a des barres bleues qui montent au ciel, et il y a des barres bleues qui restent à quai. Et bien ce qui nous intéresse, c'est cette notion, et ça traduit cette notion d'intensité du discours. C'est-à-dire il y a des moments dont il nous parle avec beaucoup d'intensité, et vous avez une barre bleue qui monte au ciel, il y a des barres bleues et des moments dont il nous parle finalement avec quasiment une intensité quasi zéro, et c'est ces barres bleues qui sont toutes petites. Donc cette barre bleue traduit finalement très schématiquement par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur ce client qui mettait 10 sur 10 pour 3 raisons. Les grandes barres bleues, c'est les raisons 2, finalement, de ces clients. C'est des raisons qui ont beaucoup d'impact et qui ont beaucoup d'intérêt à leurs yeux, et puis les autres, c'est les raisons finalement 1 et 3, de façon très schématique. Donc on comprend que plus la barre bleue monte haut, plus c'est là qu'il faut aller se nicher, parce que c'est là que ça se passe. C'est là où la capacité d'enchantement des clients est importante. Et c'est exactement la démarche qu'on va suivre chez Starbucks, quand on a analysé Starbucks, c'est où sont les grandes barres bleues, parce que c'est ça qui nous intéresse. Où sont les barres bleues qui créent beaucoup d'impact chez les clients? C'est ça qu'on va essayer de comprendre, et c'est ça qu'on va essayer de repérer, où sont les plus grandes barres bleues relationnelles dans ce parcours. Après, pour les barres rouges, vous comprenez, vous avez certainement anticipé ça, les barres rouges sont faites qu'à partir des verbatims des clients détracteurs. Donc c'est forcément les clients qui sont absolument pas ravis de ce qu'ils ont vécu, bien évidemment, qui sont frustrés. Et finalement, la barre rouge nous renseigne sur ce dont ils se plaignent, finalement c'est là où il y a les barres rouges. Mais là aussi, la profondeur des barres rouges nous renseigne sur le degré de frustration qu'ils peuvent connaître quand ils sont pas contents. Donc plus la barre rouge est profonde, plus ça veut dire que quand on se rate sur cette interaction, quand l'entreprise se rate sur cette interaction, ça fait plus ou moins de dégâts, et la profondeur de la barre rouge nous indique là-dessus. Et puis dernier élément de quantification, et là pour vous vous approchiez peut-être de l'écran, c'est, vous voyez peut-être qu'il y a un bonhomme jaune qui se situe sur chacune des barres, parfois dans la zone bleue, souvent ici dans cet exemple dans la zone rouge, mais c'est un autre élément de quantification, le plus discret à l'évidence, mais le plus important finalement, parce que le bonhomme jaune représente le barycentre du discours de tous les clients qui se sont exprimés sur le touchpoint en question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le nombre de promoteurs qui se sont exprimés sur le touchpoint en question et leur intensité de discours, le nombre de neutres dont on n'a pas parlé jusqu'ici et leur intensité de discours, le nombre de détracteurs qui s'expriment là aussi sur le touchpoint en question et leur intensité de discours, tout packagé, ça nous donne le bonhomme. Bref, le bonhomme, c'est la moyenne du discours, le barycentre du discours des clients sur le touchpoint en question. Bref, le bonhomme, c'est la performance à date de l'entreprise. Donc, vous voyez bien la situation, on a l'occurrence, avec les bulles bleu ciel, on a l'intensité du discours des promoteurs, donc l'effet waouh qu'on peut espérer quand on gère très bien le moment, avec la hauteur des barres bleues, la frustration qu'on peut engendrer chez les détracteurs, donc quand on gère mal le touchpoint avec la profondeur de la barre rouge, et la position actuelle, tout client confondu, sur le touchpoint en question, la performance actuelle avec le bonhomme jaune. Après, si ça c'est clair, ce que j'espère, je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à sélectionner, et ça va vous indiquer aussi comment est-ce qu'on a travaillé aussi sur Starbucks. D'abord, ça nous permet de mettre de côté des chantiers qui avaient l'air tentants sur la base de l'occurrence, parce que vous voyez, ici, dans ce point qu'on a sélectionné, 57,4% des clients s'exprimaient spontanément sur ce touchpoint en question, mais quand on voit la petitesse de la barre bleue et la petitesse de la barre rouge, on comprend que c'est certainement pas là-dessus qu'on doit mettre le poids du corps, c'est certainement pas là-dessus que ça se passe. C'est-à-dire, les clients parlent beaucoup, certes, mais ça a très peu d'impact en positif ou en négatif. Typiquement, c'est vraiment le sujet sur lequel finalement on va décider finalement de ne pas travailler, malgré le score d'occurrence très conséquent. Deuxième cas de figure, typiquement ce qu'on va aller chercher, notamment aussi chez Starbucks, c'est ces grandes barres bleues, avec une toute petite occurrence. C'est typiquement ce qu'on appelle des pépites, c'est-à-dire des choses qui, quand on les pratique, cartonnent sur les clients, ça a beaucoup d'impact sur l'expérience du client, mais ça n'est pratiqué que 1 ou 2% du temps.
Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est cette idée d'impact, parce que derrière cette idée d'impact, on a quelque chose dont on comprend que les quelques fois où on le pratique, ça a cet impact maximum, et on comprend, au vu de la faible occurrence, du faible score d'occurrence ici, qu'il y a forcément une idée de quelque chose qu'on pourrait peut-être déployer. Donc, ça veut dire que c'est pratiqué dans tel magasin, par tel directeur d'agence, par tel conseiller qui a compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore compris. On comprend l'impact que ça a sur les clients, puisque les clients en parlent avec une intensité incroyable. Et la question, c'est de se dire, est-ce que ce machin-là est déployable? Forcément, ça nous intéresse beaucoup. Troisième cas de figure, une grosse occurrence. Alors, vous voyez, 48,9 sur ce cas de figure, très comparable au 57,4 qu'on avait commenté de slide d'avant, mais cette fois-ci avec une amplitude de barre qu'on n'avait pas sur le 57,4. Donc, du coup, on comprend qu'ici, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que ça arrive globalement à un client sur deux. On n'est pas bon parce que le bonhomme est dans le rouge. Les quelques fois on est bon, on peut être absolument excellent, puisque finalement c'est la barre bleue la plus haute de tout ce parcours. Donc on comprend ici que c'est forcément là-dessus qu'il faudra mettre le poids du corps, parce que ça arrive à un client sur deux, qu'on n'est pas bon, et surtout parce qu'on a un potentiel d'amélioration qui est absolument vertigineux, puisque le potentiel d'amélioration sur chaque touchpoint, finalement c'est la distance qui est entre là où est mon bonhomme aujourd'hui, ma performance à date, et le haut de ma barre bleue. Et c'est cette distance-là qui nous intéresse. C'est cette distance-là qui nous permet finalement de prioriser aussi les chantiers sur lesquels on va travailler, parce que c'est ceux qui présentent forcément le plus de potentiel d'amélioration, très logiquement. Et en plus, pour la petite histoire, on ne travaille pas n'importe comment, parce que derrière la barre bleue, on a les verbatim de clients qui ont été extrêmement satisfaits sur ce moment-là. Donc finalement, on ne travaille pas à la doublette, on sait où on va travailler, puisqu'on a finalement la recette, elle est déjà là, puisqu'elle est déjà exprimée par les clients qui ont été absolument enchantés sur ce moment-là. Quatrième cas de figure, le signal faible. Pourquoi le signal faible? Vous voyez, parce que c'est un signal faible en occurrence, puisque l'occurrence est très faible ici, mais forte en intensité négative, en frustration, puisque la barre rouge est assez conséquente. C'est souvent le cas c'est comme ça qu'on va ici, chez nous, détecter les attentes émergentes de vos clients, celles qui ne sont pas forcément encore sur vos radars, souvent, mais qui s'expriment tout juste, qui débarquent, qui déboulent finalement avec l'air du temps, avec les nouvelles attentes, avec les nouvelles exigences, et qui s'exprime déjà assez vertement, parce que vous voyez, il y a déjà une belle intensité de discours. Donc on sait par expérience, nous, que ce score d'occurrence de 1%, si on ne touche pas à ce sujet-là, dans un an, on est facilement à 4, 5, 6% sur un sujet comme ça, et ça veut dire que voilà, le sujet va commencer à prendre de l'ampleur. En fait, l'intensité du discours est annonciatrice souvent d'une poussée d'occurrence, donc c'est ça qui nous permet de comprendre très vite, ou de détecter très vite ces signaux faibles. Et puis enfin, dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle les marqueurs de l'expérience, c'est-à-dire c'est les éléments d'expérience qui sont reconnus par nos clients, dont ils sont fondamentalement satisfaits, et c'est ces marqueurs d'expérience qui finalement montrent un petit peu les éléments forts de l'expérience que vous proposez à vos clients, qui sont clairement reconnus et dont ils sont fortement satisfaits. Voilà comment on travaille. Excusez-moi, la phase la plus aride est terminée, on va rentrer petit à petit dans le cas Starbucks. Mais vous voyez un petit peu la façon dont on peut travailler, et c'est exactement comme ça qu'on a traité les verbatim Starbucks qu'on a récupérés, et c'est comme ça qu'on a repéré justement où étaient justement les éléments à fort impact relationnel, puisqu'on s'est intéressé à la dimension relationnelle dans cette expérience Starbucks. Oui, puis là c'est les prix d'innovation qu'on a reçus pour ces méthodologies, vous voyez qu'on a été relativement et souvent primés ces dernières années par différentes instances. Alors maintenant, j'en viens à cette idée du relationnel, et pourquoi d'abord, dans un premier temps, on s'est, chez KPM, intéressé à cette idée du relationnel dans l'expérience client. Pour une raison simple, et je vais vous expliquer d'où on vient. En fait, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a analysé 600 expériences, et on a modélisé 600 expériences clients ou collaborateurs sur les 5-6 dernières années. Donc dans des secteurs d'activité très différents, vous voyez les petits pictos qui représentent ces différents secteurs. Pour des entreprises que vous connaissez, vous voyez un petit peu la liste des gens pour lesquels enfin les logos des entreprises pour lesquelles on a fait des travaux de modélisation ces 5-6 dernières années. Donc vous voyez que ça part un petit peu dans pas mal de secteurs différents. 75% des études qu'on a pu faire sont en France, mais 25% sont à l'étranger. Et le rapport B2C, B2B est de 80-20, 80 B2C et 20% B2B. Donc voilà les gens pour lesquels on a travaillé. Et en fait, quand on synthétise ces 600 expériences, on s'aperçoit et on constate un incroyable potentiel qui est le potentiel d'enchantement du relationnel. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que finalement, quand on regarde expérience après expérience, quand on regarde ces 600 modélisations qu'on a pu faire, on se rend compte, si vous voulez, que 90% des plus hautes barres bleues, donc ces moments qui ont le plus d'impact
sur la perception que peuvent avoir les clients, indépendamment même de l'occurrence ici. Mais c'est les plus grandes barres bleues, c'est ces moments qui ont vraiment ces gros impacts. 90% des barres bleues qu'on identifie, quand on identifie, excusez-moi, je veux dire, le top 5 des barres bleues modélisation après modélisation, 90% du temps, dans le top 5 de ces modélisations, c'est des barres bleues qui sont d'ordre relationnel. Donc, 90% des grands moments, des moments qui ont le plus d'impact, ont leur source dans le relationnel. C'est ça qui a le plus d'impact, c'est ça qui laisse la trace mémorielle la plus importante auprès des consommateurs aujourd'hui. Et ce potentiel d'enchantement du relationnel, qui est indiscutable, on le voit, mais étude après étude, secteur après secteur, pays après pays, etc., on n'arrête pas de le voir. C'est toujours ça qui reste en place. On le voit, je vais vous expliquer, on le voit dans plein de secteurs. Ce potentiel d'enchantement du relationnel, on le voit par exemple quand on travaille sur la FNAC. Quand on travaille sur la FNAC, on s'aperçoit que le moment qui provoque le plus d'enchantement, c'est dans l'interaction que j'ai avec le vendeur. C'est parfois très compliqué d'accéder au vendeur à la FNAC, mais une fois que j'ai le vendeur FNAC, finalement, j'ai souvent une interaction de très bonne qualité avec lui, et c'est le moment fort de l'expérience que j'ai pu avoir à la FNAC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle finalement je viens à la FNAC, c'est dans cette capacité à avoir cet échange avec ce vendeur et de profiter de son expertise. On a la même chose quand on travaille avec la RATP. On s'aperçoit finalement, quand on demande à des gens quel est le meilleur moment de l'année qu'ils aient vécu avec la RATP, c'est le moment où le conducteur du métro leur a fait une petite annonce au micro. Alors pas l'annonce standard du genre grave incident de voyageur, etc., mais justement une annonce personnalisée, un peu drôle. Il a parlé en français, après il a essayé de parler en anglais, et c'est le moment le plus fort de l'année pour des millions de voyageurs qui utilisent la RATP au quotidien. On voit la même chose quand on travaille pour la SNCF, par exemple, où on s'aperçoit que souvent le meilleur moment d'un parcours, d'un voyage en train, c'est le moment où finalement le contrôleur, qui a priori n'a pas forcément un rôle très sympathique, s'est adressé à une personne fragile, par exemple, à une vieille dame ou à une personne handicapée, ou à quelqu'un qui a des béquilles, ou à une femme enceinte, etc., ou à une femme avec des enfants, etc., et qu'il a pris soin de cette personne. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, vous avez plein de consommateurs, de clients, qui parlent de ce moment-là comme un moment fort, alors que c'est même pas un moment qui leur a été adressé. C'est un moment où ils ont vu un contrôleur se comporter de cette façon avec un autre client. Et on voit bien à quel point, du coup, même cette relation client qui ne m'est pas forcément personnellement adressée peut avoir de l'impact sur la perception que je peux avoir de l'expérience que moi-même je vis. On le voit aussi, par exemple, dans les concessions automobiles. On a travaillé avec pas mal de marques d'automobiles ces dernières années, et on s'aperçoit qu'un des moments les plus forts de l'expérience chez ces gens-là, dans ce secteur-là, c'est le moment... en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous interrogez quelqu'un qui a acheté une voiture neuve, on l'interroge souvent 15 jours ou 3 semaines après qu'il ait récupéré sa voiture, donc finalement, le processus d'achat a commencé au bas mot 3 mois avant. Et en fait, quand on les interroge, ces clients qui viennent de récupérer leur voiture, le moment dont ils parlent le plus souvent, et souvent avec le plus d'impact, c'est les 2 premières minutes qu'ils ont passées en concession il y a 3 mois. Il y a 3 mois, donc vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Les 2 premières minutes qu'ils ont passées en concession sont déterminantes. En fait, on s'aperçoit que selon les marques, 50 à 60% des clients parlent de ces 2 premières minutes, et ils en parlent souvent avec une intensité une intensité très forte. Et ça vous montre bien que c'est un moment qui est presque plus prédominant que le moment où ils réceptionnent leur voiture neuve. Enfin, ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Et donc finalement, la façon dont ils sont accueillis est absolument déterminante dans la perception de l'expérience qu'ils peuvent avoir. Donc du coup, on voit bien à quel point, quel que soit le secteur, ces moments de relationnel, et vous voyez, ça peut être une annonce micro, ça peut être 2 minutes dans un accueil, dans une concession automobile, c'est parfois des interactions qui ne me concernent même pas à la SNCF, c'est pourtant des moments que les clients retiennent, et c'est ça qui a souvent le plus fort impact et qui laisse sur lui la trace mémorielle la plus importante. Et donc ce potentiel d'enchantement du relationnel, on le constate à longueur de temps, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici, et on constate surtout que dans ce contexte de dureté croissante ressentie par les collaborateurs, il est d'autant plus important à maîtriser. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien, étude après étude, année après année, à quel point les clients sont de plus en plus impatients, qui sont de plus en plus méfiants, défiants, à l'évidence, on est clairement dans une société de défiance aujourd'hui. On voit des collaborateurs qui doivent traiter des clients qui sont surinformés aujourd'hui, donc forcément, s'ils n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à la surinformation des clients, eh bien, ils sont forcément très vite maltraités, voire maîtrisés par les clients. Les clients sont de plus en plus exigeants.
On parle de plus en plus de banalisation des incivilités dans plein de secteurs, et on le constate tristement, je dirais, mais on le constate de plus en plus, nous aussi, dans les études qu'on peut suivre. Bref, ce que je veux dire, c'est que le relationnel, dans ce contexte de plus en plus compliqué, laisse finalement peu de place à l'improvisation et aux simples injonctions. Ce que je veux dire, c'est que le relationnel, ça ne peut pas être juste « Hey les gars, il faut faire du relationnel » ou « il faut dire bonjour, allez les gars, vous souriez » et tout ça. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, peut-être. Je ne sais pas si ça a suffi un jour, mais ça ne suffit plus. Et ça laisse pas de place à l'improvisation personnelle, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui une vraie nécessité, c'est de designer, de scénariser très très précisément ces moments clés. Il faut les scénariser, parce que c'est là que ça joue. Et s'ils ne sont pas scénarisés, finalement, si on laisse chaque collaborateur faire comme il le sent, comme il peut, je dirais, ou etc., et ben, il y a de bonnes chances pour qu'ils ne s'en sortent pas. Donc il y a une vraie nécessité de penser des moments clés et de les designer en tenant compte des émotions des clients, en tenant compte des émotions des collaborateurs, en tenant compte des enjeux qu'il peut y avoir à ce moment précis, bien évidemment, et c'est des moments qu'on ne peut pas laisser comme ça se passer comme ça, sans les penser, sans les designer, sans y réfléchir, de façon très méthodique. Donc, notre méthode, elle consiste à faire émerger les bonnes pratiques propres à chaque expérience, à détecter justement ces interactions à forte valeur ajoutée, c'est ce que je vous ai montré avec la façon dont on me disait les choses, mais aussi avoir non seulement les moments d'enchantement, bien sûr les moments qui peuvent créer de fortes satisfactions et des moments forts émotionnellement pour les clients et pour les collaborateurs, mais aussi avoir les conditions de l'apaisement chez les clients et chez les collaborateurs, parce que parfois les interactions sont compliquées. Du coup, l'enjeu du relationnel, et j'insiste un petit peu là-dessus, n'est pas d'injecter du relationnel partout. Non, l'enjeu, c'est de choisir ses combats. C'est de choisir les 3-4 moments où on va travailler, designer pendant 1 an. Et on va tout faire pour que tout le monde dans l'entreprise, tous les collaborateurs se consacrent et se focalisent sur ces moments. Et puis, une fois que c'est acquis, qu'on a compris, que tout le monde a compris, et que tout le monde était à l'aise sur la façon de gérer ces moments-là, et qu'on a compris l'importance que ça avait pour les clients et l'impact que ça pouvait avoir sur les clients, on passera à 3 ou 4 combats. Et l'expérience client, c'est quelque chose qui se mène 3-4 combats par 3-4 combats chaque année. C'est comme ça que c'est pour ça que ça fonctionne. Donc du coup, j'en arrive maintenant au cas Starbucks. Le cas Starbucks, comment est-ce qu'on a travaillé? On a pris finalement les 1700 avis de clients de verbatim, de poste, de clients Starbucks aux États-Unis. Je répète, on est aux États-Unis. Donc vous allez voir, on a tout traduit en anglais, mais enfin tout était à l'origine, comme vous montre l'exemple qu'on a ici en anglais, qu'on a pris sur plusieurs réseaux, dont principalement sur TripAdvisor. Donc on a collecté ces 1700 avis publics, si vous voulez, et on les a traités comme on sait traiter ce genre de choses avec notre méthodologie. Ça a donné d'abord ça, c'est-à-dire ce tracker, ce qu'on appelle Moon Tracker, c'est cette modélisation de l'expérience Starbucks, qui prend absolument tous les points de l'expérience Starbucks. Vous n'oubliez pas que Starbucks, c'est quand même, je vous disais une fois de plus, un champion. Alors on le voit ici parce qu'il y a des barres bleues, il n'y a pas que des barres bleues, vous voyez qu'il y a des barres rouges, donc tout est parfait chez Starbucks. On est quand même sur un NPS de plus 77 aux États-Unis. NPS de plus 77 pour Starbucks, ça vous montre un petit peu la qualité de l'expérience vécue par les clients quand même chez Starbucks. Pour être plus précis sur ce parcours client, il y a 64 points d'étape. Ça nous a permis d'identifier les touchpoints les plus impactants, et c'est ça qu'on cherchait, je vous dis, dans le cadre de l'expérience relationnelle. Et si vous voulez en savoir plus sur ce tracker, et si vous voulez regarder plus en détail, allez sur notre site, kpm.fr. Quand vous allez sur la homepage de KPM, vous verrez en haut, il y a une barre bleue, un bandeau bleu, et on parle de tracker digital, et c'est le tracker digital Starbucks, donc vous pourrez accéder à ça plus en détail, avec tous les verbatims, avec pas mal d'explications de texte en plus de ce que celle que je vais vous donner aujourd'hui, et vous aurez une vision globale du parcours. C'est quelque chose qu'on partage totalement gratuitement, bien sûr, évidemment. Alors, maintenant, je vous rentre un petit peu dans les éléments d'enseignement qui constituent vraiment le socle de cette expérience relationnelle Starbucks. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que 48% des clients de Starbucks ont quelque chose à dire au sujet du barista qui les a servis. C'est colossal. Quand on parle d'expérience retail, de restauration, etc., nous, on était habitués plutôt à des chiffres de 25-30% de commentaires sur le personnel. Ici, 48% des clients parlent de Starbucks, parlent de ce qu'ils appellent le barista, donc la personne qui les sert, en positif ou en négatif, mais c'est beaucoup, c'est énorme, et ça montre bien à quel point la qualité de l'interaction avec le personnel a un impact absolument majeur, en positif ou en négatif, bien sûr, sur la qualité de l'expérience globale. Après, ce qui nous a intéressé, je vous disais, c'est de dégager des bonnes pratiques, des choses qui peuvent servir à tout le monde, qui peuvent servir à plein d'autres entreprises,
parce que qu'est-ce que ce champion de l'expérience a fait émerger? C'est ça qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Alors, première bonne pratique, c'est la capacité assez incroyable qu'ont les baristas Starbucks à construire une notion de familiarité avec les clients. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et on le voit dans les commentaires, que les clients les plus enchantés soulignent la rapidité avec laquelle les baristas se familiarisent avec leurs clients. Comment ça se traduit, cette idée de familiarité, ce sentiment et cette ressenti de familiarité qu'il peut y avoir entre les clients et les baristas? C'est la capacité du barista à mémoriser d'une visite à l'autre, mais vraiment, dès la visite 2, souvent, ils sont capables de donner le prénom de la personne, etc., et de leur dire bonjour, bonjour Mike. Ils sont capables de se rappeler des sujets de conversation qu'ils ont échangés déjà avec eux. Ils ont une capacité à mémoriser les goûts et les préférences de ce client, et bien sûr, très vite, à comprendre et à enregistrer très vite la commande habituelle du client, si bien que le client n'a même plus besoin de demander, de formuler sa demande. Ça a un effet, bien sûr, waouh, qui est évident. Enfin, je veux dire, on le ressent tous, nous, en tant que consommateurs, quand on est traité comme ça dans un commerce, c'est forcément remarquable. Donc l'effet waouh est assuré. Ce qui est extraordinaire, c'est finalement, on a ce que les clients peuvent vivre ou dans un petit café de quartier, finalement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas dans un petit café de quartier où le patron, c'est son propre business ici. On est dans une chaîne internationale, globale, mondiale, qui est capable de livrer ce standard relationnel partout dans le monde. Il y a notamment deux choses qui constituent cet élément de familiarité. Bien sûr, l'usage de prénoms, qui donne ce sentiment de proximité, de familiarité. Et puis surtout, le jeu qu'ils ont autour du gobelet, où, bien sûr, on va mettre souvent votre prénom que vous avez annoncé sur le gobelet, mais ils vont en profiter, les baristas, pour faire passer des petits messages, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, pour vous souhaiter bien sûr une bonne journée. Ils vont constater, parce qu'ils ont l'habitude de vous voir, que ce matin, vous avez un peu plus dépressif ou un peu moins enjoué, on va dire, que d'habitude. Ils vont faire un petit message en disant j'espère que ça va mieux aller pendant le reste de la journée, etc. Bref, ils vous font passer des petits messages, et ces petits messages construisent cette familiarité. Je vous donne deux verbatims qui sont emblématiques de ce sentiment de familiarité ressenti par les clients. Les baristas sont ici parmi les meilleurs que j'ai vus. Tôt le matin, ils voient leurs clients arriver au loin, ils commencent déjà à préparer leur boisson préférée avant même qu'ils ne poussent la porte. Vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire. Ils repèrent le client à 300 mètres à la ronde, ils le voient arriver, ils savent que le client va passer par là, ils commencent à préparer toute la commande. Au moment où le client passe le pas de la porte du Starbucks, sa commande est déjà prête. Vous imaginez l'effet waouh que ça peut créer. Et vous imaginez aussi l'entraînement que ça demande aux baristas, la formation qu'il y a autour de ça, leur capacité à reconnaître, etc. Enfin, c'est assez bluffant. Deuxième verbatim, je vais toujours dans ce Starbucks, j'utilise l'appli sur mon téléphone, et quand je viens chercher ma commande, ils m'appellent par mon nom. Quand je commande sur place, ils se souviennent toujours de ce que j'aime, et si je veux essayer quelque chose de nouveau, ils savent quoi me proposer. C'est juste un sentiment génial, et le service est excellent. Et oui, plus je me souviens de ce que ce client aime, de sa commande, plus j'ai en tête ce qu'il commande d'habitude, plus je suis à même de lui proposer dans la gamme des nouveaux produits quelque chose qui pourrait l'intéresser. C'est hyper logique. Et c'est hyper malin, parce que ça me permet de renouveler mon offre en permanence, et peut-être de proposer plus de choses, de pousser plus de choses, etc. Mais toujours avec cette idée de, comme je sais ses goûts, comme je connais ses goûts, je vais pouvoir lui proposer de façon très adaptée, ce qui marche très bien. Deuxième bonne pratique, c'est la capacité, et on trouve ce sujet chez KPM de plus en plus intéressant, c'est cette capacité pour une marque à construire une relation dans le temps avec ses clients. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, et on le voit très bien chez Starbucks, c'est cette capacité à repérer un repérage particulièrement efficace des clients qui reviennent. C'est cette idée finalement qu'on construit une relation petit à petit. Même dans quelque chose d'assez industrialisé comme Starbucks, on est capable de construire une relation petit à petit. C'est-à-dire qu'on est capable de ne pas donner le sentiment au client qui revient toujours à la case départ ou au stade zéro de la relation. En fait, ils ont cette volonté et cette attention à créer finalement une relation qui va se construire petit à petit. C'est-à-dire qu'on a construit rien, on s'appelle par les prénoms, la fois d'après, je me souviens du sujet de conversation, je relance sur le sujet de conversation, etc., etc., etc. Et ils arrivent petit à petit, au fil du temps, à créer cette relation qui grandit avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit les baristas savent créer un lien personnel avec leurs clients en s'intéressant à eux en tant que personne, et oui, parce qu'on parle vraiment de personne à personne, en remarquant les choses qui changent chez eux. Il y a des clients qui vous disent c'est dingue, le barista remarque la perte de poids ou remarque ma nouvelle coiffure que même mes amis ou ma famille n'a pas remarqué. Et donc il y a une capacité à s'intéresser aux clients vraiment qui est absolument impressionnante en engageant des conversations personnelles sur leur santé, sur leur famille, sur leur travail, sur leurs vacances, etc., sur n'importe quel sujet. Et c'est très encouragé manifestement dans le système Starbucks. Donc on joue ainsi à fond la carte de la reconnaissance jusqu'à créer une perception par les clients de liens amicaux.
et je remets en permanence le cas, dans un petit café de quartier, on peut le comprendre, dans une chaîne industrialisée comme ça relève du tour de force véritablement. Donc, et c'est ça qui est très fort, c'est que ça construit une forme d'accoutumance et une fidélité engagée, une fidélité voulue, une fidélité voulue par les clients, qui est certainement beaucoup plus forte que toutes les fidélités qu'on peut avoir via des programmes de fidélité à points, etc. En fait, il y a presque pas une drogue, mais en tout cas un vrai phénomène d'accoutumance chez les clients. Deux verbatims qui viennent illustrer ça. Le premier, ce Starbucks est super. Je suis un peu influencé parce que Bi, je crois qu'elle est superviseure, remarque toujours quand je fais attention à ma santé dans mes choix, dans les choix de ce qu'elle commande chez Starbucks, elle fait des remarques sur ma perte de poids. La plupart de ma famille proche et de mes amis n'ont même pas remarqué, et forcément, à un moment, elle se dit, je suis plus vu par Bi chez Starbucks que par mes propres amis ou par ma propre famille. Elle fait plus attention à moi. Et vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la perception. Et du coup, quand on parle de phénomène d'accoutumance, c'est aussi ça, finalement, qui va jouer. Deuxième verbatim, mon Starbucks m'a manqué pendant une semaine alors que j'étais hospitalisé pour une légère attaque. C'est quand même drôle, mon Starbucks m'a manqué. Hein. En y retournant, le manager m'a offert une boisson en me disant combien il était soulagé de me revoir. Donc le manager avait noté que cette personne n'était pas venue pendant une semaine. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc le Starbucks a manqué au client, mais on peut presque... le manager arrive à donner le sentiment à ce consommateur, à ce client ou cette cliente, qu'elle lui a manqué aussi. Donc, en y retournant, le manager m'a fait une boisson en disant combien il était soulagé de me revoir, et plusieurs de ses super collaborateurs m'ont souhaité un bon établissement. C'est peut-être une grande entreprise, mais ils m'ont traité comme la petite librairie du coin qui serait tenue par un ami à moi, exceptionnel. Et c'est exactement ce contraste-là qui est dingue, c'est qu'on est sur une entreprise globale, mondiale, une grande boîte, mais qui a cette capacité à s'intéresser de façon extraordinairement de façon très précise à ses clients, et c'est pour ça que la conclusion exceptionnelle, elle est vraie. Troisième bonne pratique, là aussi, c'est un sujet qu'on a commencé à toucher du doigt depuis quelques temps chez KPN, c'est l'authenticité du collaborateur. Parce que dans l'authenticité du collaborateur, il y a une authenticité de l'expérience qui est proposée, qui est évidente, et qui est très importante aujourd'hui, dans un monde où on se méfie comme de la peste des discours, où on se méfie comme de la peste de tout ce qui peut être un peu artificiel, où on va rechercher des choses beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, vu la défiance ambiante, ça participe de ça. Donc, le fait que les baristas, de tout ce qui participe à la perception d'authenticité des baristas est absolument clé dans la vision que peuvent avoir les clients dans la qualité de l'expérience qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de fausse familiarité. Il n'y a évidemment pas de script répété à l'envie. Mais ça contraste avec certaines expériences qu'on peut avoir dans d'autres entreprises où il y a des expériences qu'on considère qui ont été très bien pensées, etc., mais qui sont aujourd'hui malheureusement trop répétitives, où on entend toujours les mêmes formules, etc. Là, c'est pas le cas. Et où il y a des discours formatés, ce qui va un peu dans le même sens, dans le même milieu. Il y a des choses qui sont perçues comme vraies, une envie d'échanger avec les clients qui semble naturelle, des qualités d'accueil d'autant plus remarquées que les conditions sont difficiles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les clients constatent que les baristas Starbucks restent les mêmes, même quand ils sont dans des conditions plus compliquées. Très tôt le matin, quand ils font face à des clients un peu boubons, parce qu'ils ne sont même pas réveillés alors qu'eux, ils sont déjà dans de très bonne humeur. Quand il y a des moments de forte affluence, face à des clients difficiles, ils arrivent à garder leur calme et leur bonne humeur. Et forcément, dans ces conditions-là, ils voient bien que tout ça n'est pas fin, puisque finalement, c'est beaucoup plus ancré en eux, vu le torture test qui vient de suivre. Deux verbatims là-dessus. C'est super d'aller dans un Starbucks où les employés sont authentiques. J'adore leur côté sans prétention. Ils sont très professionnels, authentiques, simples, chaleureux et humains. On a l'impression que la liste ne s'arrêtera jamais. C'est le meilleur endroit pour boire un café avec toujours des gens heureux pour s'occuper de vous. Et toujours heureux, sous-entendu, quelles que soient les circonstances. Deuxième verbatim. Je suis un client fidèle et je viens ici tous les matins. Je suis un zombie sans mon café et parfois ils me souviennent de ma commande mieux que moi. Alors je les en remercie, lol. On est venu ici en groupe, nombreux, et on a eu une super expérience. Donc là, c'est un peu le torture test aussi. Ça peut être difficile de rester patient et sincère avec beaucoup de monde d'un coup, mais ce groupe de baristas était au top. Et là aussi, il y a cette idée du torture test qui fait que même dans des conditions difficiles, ils restent les mêmes, ce qui montre bien à quel point c'est pas fin chez eux et à quel point tout ça est authentique. Dernière bonne pratique, et là aussi c'est quelque chose qu'on avait pu voir dans d'autres expériences. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses que nous on a vues dans différentes expériences ici ou là. Ce qui est intéressant, c'est que Starbucks concentre tout un tas de bonnes pratiques qu'on a pu voir à droite à gauche et qu'ils concentrent ça. Et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé, c'est ça qui nous a beaucoup marqué, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'ils ont compris plein de choses que plein d'autres entreprises ont compris, mais encore de façon très isolée, et qu'ils arrivent à synthétiser beaucoup de choses comme ça. Donc cette quatrième bonne pratique, c'est cette idée de la bonne ambiance entre baristas, de bonne ambiance entre collaborateurs tout simplement. On le voit, et c'est ce qu'on vous dit ici, dans toutes les expériences, le stress des employés, la tension dans les équipes sont extrêmement palpables pour les clients, qui éprouvent soit de la compassion parce qu'ils se disent, oh les pauvres, notamment quand ils voient un directeur
hurler ou se comporter de façon très désagréable avec ses collaborateurs, soit de l'agacement, parce que finalement, ils ne supportent pas de voir ça et ils trouvent que c'est totalement déplacé, qu'on ne devrait pas leur imposer ça. A contrario, ce qu'on vous dit ici, une bonne ambiance entre employés, remarquez, le signe, la preuve tangible que l'amabilité et les sourires sont authentiques. Effectivement, il y a cette idée de, s'ils s'entendent bien entre eux, forcément, le fait qu'ils s'entendent bien avec les clients n'est pas fin. Je veux dire, ça fait partie de l'ambiance globale. Et ça participe finalement de la perception et des signes d'authenticité de ce que je vis chez Starbucks. S'ils sont, oui, voilà, vous comprenez bien l'histoire. Finalement, c'est cette idée de, s'ils sont sincères entre eux, on ne les imagine pas une seconde feindre entre eux, et donc on ne les imagine pas, du coup, feindre avec les clients. L'enjeu, et ce sur quoi il faut être très vigilant, c'est que cette formidable ambiance entre collaborateurs, à un moment, il ne faut pas que ça se vive qu'entre collaborateurs, il faut pouvoir intégrer les clients là-dedans, il ne faut pas les laisser exclure les clients de ça, donc à un moment ou l'autre, il faut être capable d'interpeller les clients, de les faire participer à ça, de les prendre en témoin, etc. Bref, il faut être capable de faire en sorte que les clients soient aussi intégrés à ces moments de connivence, sinon ça perd de son efficacité. Deux verbatim autour de ça. Premier verbatim, les baristas s'entendent bien entre eux et semblent s'intéresser sincèrement à leurs clients. Mais vous voyez le lien, ils s'entendent bien entre eux et donc ils s'intéressent sincèrement à leurs clients. Je suis très satisfait de cet endroit. Encore merci, Joey, d'avoir préparé mon café aujourd'hui. Et puis le deuxième, qui dit c'est mon Starbucks préféré. Les employés sont toujours extraordinaires, ils s'entendent bien avec leurs clients et entre eux, là où tu vois plus. Le parfait exemple d'une équipe qui sait créer des relations avec ses clients. Mais on voit bien à quel point les clients sont sensibles à cette ambiance entre eux et avec les clients et à quel point ils font le lien entre les deux. Juste, je voudrais terminer par une slide de perspective et un dernier verbatim avant de conclure. Enfin, pas avant de conclure, pour conclure, excusez-moi. Cette perspective, elle remonte bien et cette étude montre bien à quel point l'excellence relationnelle, elle est déterminante dans la qualité de l'expérience client. 90%, je vous dis, des top 5 des grandes barres bleues qu'on voit étude après étude relèvent de cette expérience client et de cette expérience relationnelle, de cette dimension relationnelle, excusez-moi. Donc ici, on voit chez Starbucks des parties qui sont particulièrement abouties et différenciantes. Elles manquent parfois encore de systématisme, ce n'est pas pratiqué dans tous les Starbucks, mais on voit bien qu'il y a une attention, une formation des baristas à des choses qui font des différences colossales dans la perception des clients. Ça répond à des attentes profondes et transverses, quel que soit le secteur d'activité, c'est-à-dire que ce qu'on vient de voir là, c'est transposable dans une concession automobile, c'est transposable dans plein d'autres secteurs, c'est transposable à la FNAC, c'est transposable chez Darty, c'est transposable dans plein d'autres commerces et dans plein d'autres interactions, c'est transposable dans la banque, bien évidemment. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a une attente de reconnaissance, et cette attente de reconnaissance, elle est valable quel que soit le secteur, et une attente de reconnaissance et d'expérience adaptée à l'historique et à la situation de chaque client. On est persuadé chez KPM que les années de la facilité de l'expérience sont derrière nous. C'est-à-dire qu'on a vu étude après étude à quel point, certes, il y a encore quelques années où on facilitait la vie des clients, on leur facilitait leur expérience, ils étaient enchantés. Aujourd'hui, la facilité de l'expérience, elle est derrière nous. Aujourd'hui, c'est une dette. Vous ne facilitez pas l'expérience de vos clients, ils vous en veulent. Vous leur facilitez, c'est normal. Donc c'est devenu de la dette, la facilitation de l'expérience. Et on voit bien qu'on est rentré de plein pied dans les années de la singularité de l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait pour faire sentir à un client que son expérience, elle est unique, qu'il n'est pas le client lambda, qu'il n'est pas servi comme tout le monde, etc., qu'on le reconnaît dans son unicité et qu'on lui fait vivre quelque chose de différent. Ben, c'est ce que Starbucks a, à l'évidence, extraordinairement bien compris. On a aussi dans une attente de proximité et de sincérité dans les interactions par rapport aux artifices, par rapport aux discours commerciaux tout faits, par rapport à plein de choses qui sont toutes faites, etc. Cette attente de proximité et de sincérité, elle est clé, et donc forcément l'attente, la dimension d'authenticité dont on parlait tout à l'heure. Et on voit bien à quel point les clients sont à la recherche de ces traces d'authenticité dans ce qu'ils vivent. Et puis on est dans une attente de reconnaissance de la fidélité, mais qui, et c'est là le point fort de Starbucks, qui dépasse totalement les approches comptables. Je veux dire, on n'est plus dans une approche comptable de je suis fidèle parce que j'ai un intérêt, etc. Non, on est dans une implication émotionnelle des collaborateurs et une implication émotionnelle des clients, une accoutumance, comme on en parlait tout à l'heure, qui est évidente de la part des clients, et c'est ça qui fait la différence. Et je terminerai, puisqu'il me reste 1 minute 30, non, 2 minutes pour terminer, je terminerai là-dessus, sur cette dernière verbatim, que je trouve tout à fait emblématique de ce que peuvent ressentir les clients US, sur la base de ce qu'on a pu voir ici, mais je pense que c'est une expérience qui va bien au-delà des US. Il y a d'autres cafés dont les produits sont meilleurs que chez Starbucks, mais en matière de service, d'interaction en face à face, ça risque de prendre du temps avant qu'il n'arrive à ce niveau-là. Et on comprend bien que ce client, Starbucks a la préférence de ce client, finalement pas tellement pour les produits qui viennent, parfois les produits sont un petit peu moins bons, etc. Et puis c'est difficile de se battre à longueur de temps sur les produits, mais sur une fidélité qui est créée par de l'excellence relationnelle. Et aujourd'hui, c'est cette excellence relationnelle qui crée la vraie fidélité d'un client à une entreprise. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Je termine. J'ai quasiment pas de temps pour répondre à vos questions, mais on n'en a pas vu, etc.
Donc, on est joignable sur kpm.fr. Vous pouvez me joindre à laurent.garnier@kpm.fr si vous voulez aussi. Voilà, on peut échanger si vous avez des remarques à faire autour de ce webinaire et de cet exposé sur Starbucks. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère que ça vous a intéressé. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, notez ce webinaire. C'est toujours intéressant pour nous de comprendre un petit peu quels sont vos ressentis par rapport à ça. À très vite. Enfin, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.